C'est moi, Aurélien, qui vous remercie, tout le comité d'organisation là, pour m'avoir invité à participer à ces 2 jours. Ce que j'ai vu ce matin, c'était vraiment bien. Je vous le disais un peu en off là, tout à l'heure, caméra éteinte. C'était vraiment très agréable d'avoir un petit parcours comme ça de tout ce qui se fait. C'est très intéressant pour moi d'assister à toutes ces présentations. Donc, pour ceux qui seraient étonnés un tout petit peu par mon parcours, notamment pour les jeunes, j'ai été un Prague un peu privilégié puisque j'étais un Prague recruté dans une école d'ingénieurs. On m'a laissé une très grande liberté avec seulement une vingtaine d'heures d'enseignement annuel. Donc, ne vous y trompez pas, j'étais plus chercheur qu'enseignant. Euh, voilà. Mais donc, l'équipe que je forme avec Maxime Vital à l'ENS s'intéresse à différents sujets. Donc, on fait un peu de catalyse, on essaie de faire des développements méthodologiques. Alors, notamment, on est très intéressé par les réactions multicomposants et le mélange des réactions multicomposants avec l'électrosynthèse. Et ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, eh bien, ce sont des études mécanistiques que nous faisons en étroite collaboration avec les théoriciens de chimie ParisTech et notamment avec le docteur Ilaria Cioffi. Les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui ont été réalisés principalement par ces brillants jeunes gens, donc le docteur Luca Perego ici, le docteur Pierre-Adrien Paillard et le docteur Antoine Beau. Voilà, mais donc vous voyez, nous aussi, comme vous, on a eu une petite évolution vestimentaire sur cette dernière année. Voilà, donc ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est donc la transmétallation du bore vers un autre métal. Alors d'abord, je vais faire une brève mise en contexte de tout ça. C'est la réaction de Suzuki Miura, donc Palado catalysé, c'est une des réactions les plus connues, puisque maintenant développée dans les années 80, elle a connu un énorme succès, notamment dans l'industrie, parce que ça fait partie vraiment du top des réactions utilisées dans l'industrie, tout simplement parce que bien, ça permet de fabriquer très facilement des liaisons carbone-carbone à partir de dérivés type organométalliques qui sont vraiment non toxiques pour une grande partie. Donc, ces réactions, en plus, elles sont connues beaucoup de succès parce qu'elles sont compatibles avec une très, très large gamme de conditions réactionnelles, tant d'un point de vue du précatalyseur, du ligand, que du solvant et des bases. Alors évidemment, dans les électrophiles qui sont utilisés, eh bien, il y a ce que le palladium peut activer comme électrophile. Donc, on trouve les halogénures ou bien les pseudo-halogénures, comme des aryl triflates, par exemple. Le mécanisme de cette réaction a fait l'objet de nombreuses études. Alors, la première étape, comme elle est commune à tous les couplages pallado-catalysés, elle a été étudiée assez tôt. Donc, elle a fait l'objet d'études dans les années 80, dont par exemple les études réalisées par Fauvarc. Et en fait, l'étude de la réaction de transmétallation à proprement parler, ben ça, vous voyez, c'est beaucoup plus récent. Il y a eu une première série de publications donc, par ma collègue donc Annie Jutan, maintenant retraitée, avec Christian Amator, émérite au laboratoire, hein, qui ont fait ça dans les années 2010. Et en même temps, il y a eu des travaux par Hartwig, ainsi que des calculs théoriques donc il y avait un gros effort, disons, de compréhension de ces systèmes. Et Annie a montré que bien le complexe d'addition oxydante subissait un échange d'anions dans la sphère de coordination du palladium pour donner un aryl palladium hydroxo qui se complexait à l'acide boronique pour donner ce qu'elle supposait être ce complexe mixte de palladium et de bore, PDOB, ici noté, qui a été, dont la preuve expérimentale elle a vraiment été donnée par Denmark, donc vous voyez, il y a environ 5 ans. Donc lui, il a vraiment trouvé le chaînon manquant et a pu le caractériser par RMN avec des RMN à très basse température. Des très jolies études en sont sorties pour caractériser ce complexe mixte et préfigurant la transmétallation. Et donc, dans la plupart des cas, hein, sauf pour les électrophiles vraiment un peu réticents, c'est l'étape cinétiquement déterminante. Alors, quand on regarde la réaction catalysée
quand on regarde la réaction catalysée au nickel, une variante de ce couplage de Suzuki-Miura, eh bien, on se rend compte que là, c'est plus confidentiel. Il y a moins de choses qui sont sorties dessus. Alors que le nickel est capable d'activer une très large gamme d'électrophiles, hein, que ce soit des aryles fluorés, toutes sortes de sulfonates, même des aryles méthyléthers, des aryles nitryles, etc. Eh bien, on se rend compte qu'elle a connu beaucoup moins de succès. Alors, pourquoi? Ben parce que dans la plupart des cas, il faut une charge catalytique en nickel qui est largement supérieure. Et si on regarde un petit peu la nature des conditions utilisées, là, on voit tout de suite que d'un point de vue des solvants et des bases, on a vraiment un champ très rétréci. Donc, pas du tout une compatibilité telle que ce qu'on a pu connaître avec le palladium. Pour les ligands, alors je n'ai pas tout cité avec le palladium c'est immense, là c'est plus restreint effectivement, mais ce qui est surtout marquant, c'est d'un point de vue de la base. Ça, c'est un peu dommage parce que vu la quantité d'électrophiles qui peuvent être activés, c'est assez surprenant. Alors, pour ce qui est des études mécanistiques sur les couplages catalysés au nickel, il y a eu des choses qui ont été faites fin des années 70, début des années 80 par Cauchy, notamment aux États-Unis, qui a pas mal étudié cette étape d'addition oxydante et a notamment démontré qu'elle était déterminante pour les aryles chlorés, qu'avec des aryles iodés, on passe par des transferts monoélectroniques qui génèrent des espèces intermédiaires de nickel 1. Pour ce qui est de l'étude elle-même de la réaction de couplage de Suzuki-Miura, il y a eu quelques études principalement basées sur des études DFT, avec des aryles esters, des aryles phosphonates et des aryles carbamates et sulfamates récemment. Donc, l'état des lieux, quand on a commencé ce sujet, c'est qu'il y avait une seule étude où il y avait quelques expériences qui avaient été faites par le groupe de Monfett pour essayer d'étudier cette transmétallation donc, du bore vers le nickel. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est que le complexe d'addition oxydante, donc, quand il est traité par une base, eh bien, il donne une espèce dimérique. Et cette espèce, elle est extrêmement réactive avec l'acide phénylboronique et ils ont déduit que ça passait par ce dimère qui faisait la transmétallation avec l'acide phénylboronique pour donner, après élimination réductrice, le couplage aryl-aryl. Les études elles ont été faites avec de l'hydroxyde de potassium, donc pas du tout des études qui ont pu être pas toutes les conditions qui ont été utilisées dans la littérature. Donc, c'était un peu surprenant parce que les hydroxydes ne sont pas du tout utilisés en règle générale. Et surtout, il n'y avait rien sur le ratio base sur acide, donc base donc hydroxyde sur acide phénylboronique, qui avait été étudié par Annie Juton sur le palladium et qui avait prouvé qu'il y a un ratio optimal base sur acide d'environ 0,6-0,7 qui doit être respecté pour que la réaction soit la plus efficace possible. Donc nous, on s'est intéressé à cette réaction en se disant que c'était déjà surprenant que ce soit un dimère qui soit l'espèce réactive, mais qu'on allait regarder un petit peu ce qui se passait lorsqu'on traitait le complexe d'addition oxydante par donc des hydroxydes. Alors on a repris un peu la même étude qu'eux, donc sauf qu'on a pris juste pour vous montrer, on n'est pas parti de la tricyclohexylphosphine, on est parti de la triphénylphosphine et on a pris ce complexe d'addition oxydante. Alors pourquoi celui-là? Parce que d'abord on met un atome de fluor pour avoir une sonde en fluor qui est extrêmement efficace en organométallique, puisque entre la RBR de départ et le complexe d'addition oxydante, vous avez plus de 10 ppm d'écart en déplacement chimique pour l'atome de fluor. Et puis on a mis un substituant méthyle ici en ortho qui permet de stabiliser le complexe d'addition oxydante. Donc, si on traite ce complexe d'addition oxydante par de l'hydroxyde de tétrabutylammonium et qu'on regarde ça par électrochimie, donc le complexe d'addition oxydante, vous voyez qu'il est réduit donc avec sa vague de réduction, un potentiel de pic qui est de l'ordre de moins 1,9 volts par rapport à l'électrode au calomel saturé. Et lorsqu'on ajoute
l'hydroxyde de tétrabutylammonium dessus, et bien, petit à petit, on se déplace vers une vague de réduction qui a un potentiel de plus en plus négatif. Donc, on est vers moins 2,2 volts. En même temps, si on fait de la RMN du phosphore, pour suivre un petit peu ce qui se passe, eh bien, au départ, vous avez le complexe d'addition oxydante ici, dont le déplacement chimique est de l'ordre de 21,8 ppm. Et lorsque vous additionnez un demi-équivalent d'hydroxyde, eh bien, vous avez assez rapidement formation de 4 nouveaux pics, ici avec un déplacement chimique un petit peu plus élevé. Et en même temps, vous avez formation, relargage, on va dire, de triphénylphosphine, plus formation d'un tout petit peu d'oxyde de triphénylphosphine. Donc, ces observations expérimentales, donc couplées au fait qu'en RMN du proton, on pouvait détecter des protons qui étaient sur des hydroxydes pontants, et qu'on a mesuré par DOSI les coefficients de diffusion des espèces ainsi formées pour les 4 petits pics nouvellement formés, on en a déduit comme en fait que l'on avait bien des dimères, des espèces dimériques qui se formaient. Alors évidemment, nous, on a des espèces dimériques, on a 4 petits pics. Pourquoi? Eh bien parce que on a, selon l'arrangement des 2 phosphines, alors ici, on a ce qu'on appellera le dimère pseudo-trans. Les 2 phosphines peuvent se retrouver par rapport au plan contenant les 2 atomes de nickel et les 2 atomes d'oxygène, pseudo-6. Donc, c'est ce que vous voyez ici, donc les 2 isomères pseudo-trans, les 2 isomères pseudo-6, et évidemment, la présence de ce méthyle en ortho eh bien, peut faire que ces 2 méthyls sont du même côté du plan, ou bien de part et d'autre de ce plan. Donc, on avait 4 isomères. Et là, vous pouvez rajouter autant de triphénylphosphine que vous voulez, vous n'arrivez à aucun moment à briser ces dimères. Ce qui était un petit peu surprenant parce que c'est bien connu en chimie du palladium que lorsque vous avez des dimères comme ça, hydroxopontants de palladium, vous rajoutez un petit peu de triphénylphosphine et vous brisez les dimères. Donc, on a regardé un petit peu par DFT ce qu'il en était du comportement respectif de ces complexes de palladium ou de nickel. Et bien, lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsque vous avez les dimères hydroxopontants en palladium, d'accord, on voit que l'ajout d'hydroxyde fait que la réaction elle est fortement exergonique, mais l'hydroxo est plus stable que les dimères, dimères de palladium correspondants. Alors que pour le nickel, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'hydroxo que l'on souhaitait, on aurait imaginé former, il est beaucoup moins stable et on a un gain énergétique énorme à avoir ces espèces dimériques. Vous pouvez additionner autant de triphénylphosphine que vous voulez, vous n'arrivez pas à les rompre. Alors, lorsqu'on a additionné un équivalent d'hydroxo, on n'a plus du tout le complexe d'addition oxydante de départ, on a bien que ces 4 pics, de la triphénylphosphine relarguée. Et là-dessus, on a rajouté l'acide phénylboronique, il faut rajouter un large excès, mais on voit assez rapidement, par voltammétrie cyclique, un retour à la case départ un petit peu. Donc, on voit qu'on revient à une vague de réduction qui a un potentiel de pic extrêmement proche de la vague initiale pour le complexe d'addition oxydante. Et en parallèle, on a pu faire la RMN et montrer qu'on récupérait bien effectivement le complexe d'addition oxydante par RMN du phosphore. Donc en fait, on a un équilibre rapide lorsqu'on est en présence d'acide phénylboronique entre les dimères et le complexe d'addition oxydante, puisque l'acide phénylboronique joue le rôle d'acide de Lewis, lui-même très oxophile, le nickel l'est beaucoup, mais l'acide phénylboronique également, et donc on revient en arrière. Lorsqu'on fait donc la réaction dans des conditions, on va dire, type stoichiométrique, c'est-à-dire le complexe d'addition oxydante, 2 équivalents de base, 10 équivalents d'acide phénylboronique, eh bien, on peut voir qu'il y a donc une disparition du complexe d'addition oxydante avec formation du produit formé, et on peut suivre, alors cette fois-ci c'est grâce à la RMN du fluor, on peut suivre l'apparition du produit de couplage. Alors, on voit qu'il n'y a pas d'accumulation d'intermédiaires entre les deux, puisque ça signifie qu'on confirme bien que l'étape de transméthylation
et limitante dans ce processus par rapport à l'étape d'élimination réductrice. Et on a fait ça pour différents ratios de base et d'acide, différentes quantités de base et d'acide boronique, donc différents ratios base sur acide. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que lorsqu'on est à des ratios élevés de base sur acide, c'est-à-dire on évolue vers une stoichiométrie en hydroxyde et acide boronique, eh bien, on a une forte proportion de dimères qui peut être mesurée dès le début de la réaction. Et en même temps, on a une vitesse de réaction, de formation du produit attendu qui est relativement lente. Alors que lorsqu'on est donc, à faible ratio, donc base sur acide, on a relativement peu de dimères, mais une forte vitesse de formation du produit. Donc ça signifie ça qu'il faut plutôt une faible concentration en base, et que donc les espèces dimériques, lorsqu'elles sont fortement présentes à haute concentration, la réaction est très lente. Ça signifie que ces espèces dimériques ne sont pas réactives dans le cycle catalytique. Alors, ces conditions de faible concentration en base, elles sont tout à fait compatibles avec ce qui est observé expérimentalement, puisque, pour mémoire, les conditions que l'on utilise en règle générale, ce sont des bases minérales peu solubles dans des solvants type THF, donc qui présentent relativement peu d'eau de manière classique. On a étudié l'effet de différents additifs sur cette réaction de transméthylation. Et par exemple, lorsque vous augmentez la quantité d'ion bromure dans le milieu, eh bien, rapidement, on voit une diminution de la vitesse de formation du produit d'élimination réductrice. Alors, ça signifie que eh bien, le complexe d'addition oxydante, il faut qu'il échange donc avec le boronate, il faut qu'il échange dans sa sphère de coordination, il faut que le bromure parte. Donc, si on charge en bromure, évidemment, on va déplacer l'équilibre vers le complexe d'addition oxydante. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on attend pour un échange de ligands type X dans la sphère de coordination du nickel. On a regardé un petit peu par DFT quels étaient les mécanismes plausibles de substitution de ce ligand X dans la sphère de coordination du nickel. Et on a essayé d'étudier un petit peu toutes les configurations. Tout est accessible parfaitement à l'ambiance. Alors que on prenne le boronate, que l'on vienne faire le complexe pentacoordiné de nickel, puis il se réarrange pour éliminer le ligand X en position radicale, vous voyez qu'on arrive au complexe donc, qui est le complexe mixte NiOB, le pendant du palladium OB caractérisé par Denmark. Vous voyez que tout ça, c'est parfaitement accessible. On peut faire la même chose en faisant juste une substitution nucléophile dans la sphère de coordination du nickel par lésion de bromure par lésion hydroxyde, et on arrive à la même chose. Et cet aryl nickel OH ne dimérisant pas, mais réagissant avec l'excès d'acide phénylboronique pour donner ce complexe. On peut également envisager une substitution nucléophile directe dans la sphère de coordination du nickel. Ça marche aussi. Tous ces complexes intermédiaires ont pu être calculés et on a montré qu'il n'y avait aucun problème pour que des équilibres se mettent en place. De même, si on ajoute de la triphénylphosphine dans le milieu, en augmentant la concentration de triphénylphosphine, eh bien, on a rapidement une vitesse de réaction qui chute. Ça signifie que de la phosphine doit être relarguée au cours de cette réaction de transméthylation, ce qui est tout à fait compatible avec le fait que ce nickel OB, eh bien, il doit être donc il va éliminer un ligand phosphine pour donner un complexe qui va préfigurer la transméthylation. Donc, on a eu ensuite recours au calcul DFT là, pour essayer de parfaitement avoir l'image, on va dire, de cette réaction de transméthylation, puisque là, on était un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire expérimentalement parlant. Donc, on est parti de cet aride nickel OB et on a regardé un petit peu, donc, déjà, le déplacement de la phosphine de la sphère de coordination du nickel. Ça se fait, c'est très peu coûteux en énergie, comme vous voyez là, grâce donc à un hydroxyde porté par le bore qui vient se substituer à un ligand L.
Et puis ensuite, eh bien, là, on ne peut pas avoir une transpétalation directe, hein, bien sûr, parce que le phényl, là, porté par le bord, eh bien, il est trop loin du nickel pour effectuer la transpétalation. Donc, il y a un pré-organisation avant transpétalation, dans lequel un hydroxyde est remplacé par le groupe phényl qui vient en interaction forte là, avec le nickel, ce qui préfigure effectivement la transpétalation. Donc ensuite, la transmétallation a lieu à proprement parler, et vous voyez que là, on a des barrières énergétiques tout à fait accessibles. Et puis enfin, on a l'élimination réductrice. Alors l'élimination réductrice, elle peut être avec une seule phosphine ou plus favorablement avec deux phosphines. Mais comme vous le voyez, que ce soit l'un ou l'autre des pathways, vous avez finalement quelque chose qui est donc moins énergivore, hein, moins demandeur en énergie que tout ce qu'on a pu avoir avant au cours de la transmétallation. Donc, l'élimination réductrice, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas limitante dans ce processus. Ce qui fait que nous avons proposé une nouvelle image, si je puis dire, pour le mécanisme possible pour cette réaction de catalysée au nickel, donc sur couplage de Suzuki-Miura. Et dans cette étude, ce que nous avons montré, c'est que les espèces dimériques, elles ne sont pas réactives dans ce couplage. Par contre, elles sont en équilibre rapide avec le complexe d'addition oxydante. La base, elle peut venir faire ces espèces dimériques qui constituent une sorte de resting state pour le catalyseur, mais elle interagit fortement avec l'acide phénylboronique qui va être introduit dans le milieu. Et justement, suivant la quantité de base que l'on va introduire dans le milieu, eh bien, ça sera très important d'avoir des acides phénylboroniques qui seront fortement acides de Lewis. Et c'est ce qu'on a pu montrer au travers de corrélations de Hammett. On a montré qu'à très faible ratio base sur acide, eh bien, on avait une corrélation de Hammett qui corrélait parfaitement avec le fait que dans la réaction de transmétallation, finalement, bien, l'aromatique porté par le bore va jouer le rôle de nucléophile et le nickel va jouer le centre électrophile. Donc, on a quelque chose de riche, plus cette transmétallation va être importante. Alors que lorsqu'on est sur un ratio base sur acide plus élevé, eh bien, là, au contraire, on a un comportement très différent, comportement dans lequel ce sont les acides de Lewis, donc des acides boroniques les plus acides de Lewis, donc ceux qui portent des courants électro-attracteurs, qui vont être le plus réactifs. Donc, ça nous a permis de montrer qu'on pouvait accorder l'expérience et la théorie, puisque la théorie prédisait ce comportement-là en examinant les charges portées développées sur le noyau aromatique porté sur le bord et sur le centre nickel. Donc, dans ces études, on a également regardé un petit peu, je ne rentre pas dans tous les détails parce que je vais vous montrer un sujet un peu différent, mais on a également pu regarder le comportement du complexe d'addition oxydante suivant l'halogénure. Et suivant l'halogénure, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, lorsqu'on partait du complexe d'addition oxydante avec la liaison nickel-chlore, eh bien, il était plus robuste. Il avait un petit peu moins de tendance à former ces espèces dimériques, ce qui est pas mal puisque justement ça préserve donc le nickel de former des espèces qui ne sont pas réactives. Et donc, avec le chlore, par exemple, on est sur des ratios un petit peu plus base sur acide phénylboronique qui sont un petit peu plus élevés et cela permet d'avoir des conditions un petit peu moins, on va dire, draconiennes. Et effectivement, si on a des phosphines qui sont plus donneuses, plus basiques que la triphénylphosphine, typiquement la tricyclohexylphosphine qui avait été étudiée par Monfet, et bien là aussi, elles sont, comme elles sont plus donneuses, les complexes d'addition oxydante sont plus stables et donc on a moins tendance à former ces espèces dimériques avec la tricyclohexylphosphine. On protège un peu plus le complexe d'addition oxydante vis-à-vis des hydroxydes et cela permet de travailler avec des ratios base sur acide plus élevés.
Donc voilà, finalement, disons, la photographie un petit peu de ce qu'on peut donner comme ligne directrice de conditions pour un expérimentateur pour faire des couplages de suivi Kimura catalysés au nickel. Alors, vous voyez, dans tout ce que je vous ai présenté là, que ce soit venant de la littérature ou venant des couplages catalysés au nickel, à un moment, eh bien, vous avez un rôle de la phosphine qui est important. Donc, vous avez un nécessaire départ de la phosphine de la sphère de coordination du métal. Donc, on s'est posé la question de, OK, ça marche bien parce que toutes ces études, elles ont été faites avec des monophosphines, mais qu'en est-il des diphosphines? Parce que c'est quand même très courant de voir des diphosphines utilisées dans des couplages catalysés au palladium, typiquement. Et alors ça avait été étudié pour l'addition oxydante, et notamment, toujours à Newton, et Jonathan Hartwig avait montré eh bien, il faut faire attention parce que lorsqu'on a un palladium 0 qui est bis ligandé par deux diphosphines, eh bien, ce sont des espèces qui sont non réactives vis-à-vis de l'addition oxydante. Il faut qu'il y ait une diphosphine qui se décomplexe pour avoir le complexe à 14 électrons, complexe qui est susceptible, lui, de subir l'addition oxydante. Donc, il y a un premier effet inhibiteur à avoir un excès de diphosphine. Pour ce qui est de la transméthylation, il n'y avait aucune étude qui avait été réellement faite avec des diphosphines quand on a commencé ce travail. Et il y avait une seule indication dans les publics Denmark au cours de son étude sur le couplage palado-catalysé de Suzuki. Et il disait que le DPPF était un peu moins rapide pour faire la transméthylation, enfin, les complexes des palladium ligandés par des diphosphines était un petit peu moins rapide pour effectuer la transméthylation. Donc, pour faire cette étude, nous, on a choisi d'abord de repartir sur des calculs. Et il y avait seulement un calcul qui avait été fait par une équipe, l'équipe de Hong, dans les années 2008. Et eux, ils avaient choisi de faire des calculs avec des complexes liés à des diphosphines. Et ils avaient utilisé une transméthylation dans laquelle il y avait un phénomène associatif. Donc, ils avaient des barrières extrêmement élevées, de l'ordre de 50 kcal par mol. Donc, c'était totalement inaccessible et non compatible avec les températures utilisées généralement pour les complexes de palladium, pour les catalyseurs de palladium. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, en partant donc, du complexe mixte palladium au bord, on a regardé avec la triphénylphosphine et avec des diphosphines un petit peu quelles étaient les énergies des différents intermédiaires. Donc, après relargage d'une des phosphines, donc soit relargage d'une triphénylphosphine, soit décrochement, on va dire, d'une des pattes donc ces calculs ont été faits avec le DPPF. Et vous voyez que donc ça, c'est un petit peu demandeur en énergie, la perte d'une phosphine. Mais ce qui est donc notable, c'est qu'avec la triphénylphosphine, évidemment, vous avez un fort gain anthropique à réaliser ce décrochement. Après, globalement, avec la diphosphine, on a environ toujours entre 3 et 4 kcal d'écart, kcal par mol d'écart entre les différents intermédiaires que l'on peut trouver. Et globalement, tout ça est à peu près accessible comme ça l'est avec les monophosphines. Alors, nous, on est revenu un petit peu là-dessus. On a choisi la DPPF comme phosphine modèle parce que c'est quand même une des plus classiques si on fait le tour des diphosphines. Et on a synthétisé le complexe d'addition oxydante, toujours en utilisant le fluor comme cette sonde RMN qui permet vraiment d'étudier les choses de très près. On a regardé un petit peu, d'abord, quel était le comportement de ce complexe d'addition oxydante, donc dans des conditions typiques comme étant optimales,
définie par Annie Jutan, donc avec un ratio d'environ 0,6 entre la base et l'acide phénylboronique. Et on s'est placé en excès des ppf parce que pour l'électrochimie, la méthode analytique fait que si vous voulez observer la formation de palladium 0 dans ce système, il faut que vous ayez quelque chose qui stabilise le palladium 0. Et donc, on a rajouté du DPPF. C'est exactement ce qu'Annie avait fait avec les monophosphines. Hein, c'était en excès de triphénylphosphine. Et en fait, quand on a fait cette réaction, on a eu une surprise. Rien ne s'est passé pendant plus de 50 minutes à l'échelle de la voltammétrie cyclique. Donc, on a regardé un petit peu par RMN du fluor, et là aussi, c'était extrêmement lent. Alors, comme par RMN, on n'a pas besoin justement de ces excès de phosphine, eh bien, on s'est affranchi de l'excès de DPPF. Et là, effectivement, donc la réaction, elle met environ 30 minutes à se passer. Hein. Vous voyez que très rapidement, dès que vous ajoutez un tout petit peu de DPPF, ben, la réaction, elle se traîne un peu. Mais ça se passe donc relativement rapidement, beaucoup moins rapidement qu'avec la triphénylphosphine, hein, puisqu'avec la triphénylphosphine, la réaction, elle est finie à peu près entre 5 et 10 minutes. Mais ça se passe. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'au début de la réaction, ça semble se traîner un petit peu. On a un profil de type sigmoïde qui est tout à fait cohérent avec une réaction de type autocatalyse, c'est-à-dire une période d'induction pendant laquelle se formerait l'espèce catalytiquement intéressante qui arriverait à catalyser le système. Alors, pour essayer d'étudier ça d'un peu plus près, on est revenu encore sur de l'électrochimie. On a pris le complexe d'addition oxydante, on l'a traité par un petit excès d'ion hydroxyde, et ce à basse température. Quand on fait ça, donc on a le complexe d'addition oxydante caractérisé donc, par son potentiel de réduction vers moins 1,8 volts, et on ajoute des ions hydroxydes, donc quelque chose d'un peu plus donneur sur le palladium, donc on obtient un complexe, le palladium hydroxo, un peu plus difficile à réduire, donc jusque-là tout va bien. Et on ajoute l'acide phénylboronique un petit peu en excès, et là, eh bien, on a réussi à revenir un petit peu en arrière. On a un petit peu de complexe 2, et puis on a un nouveau complexe là, et le système est relativement stable à basse température. On a fait la même chose par RMN. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai enfin réussi à faire disparaître cette chose. On a donc regardez par RMN du phosphore et du fluor également, mais c'est beaucoup plus joli par RMN du phosphore. Donc en présence de 10 équivalents d'acide phénylboronique, donc l'évolution du complexe d'addition oxydante en ajoutant des quantités croissantes d'hydroxyde. Et ce que vous voyez, c'est qu'au départ, on a le complexe d'addition oxydante, et puis petit à petit, quand on arrive autour de 5 équivalents, eh bien, on a un système. Alors au départ, on a un seul système, puis on voit clairement que ça dédouble, et puis finalement, on va sur un dernier système étant en large excès d'hydroxyde, où là, on a principalement le complexe Ari-palladium hydroxo. Donc, si on fait cette sorte de dosage, si on regarde un petit peu donc, la formation du complexe mix palladium au bord, mais on voit que le maximum, il tombe entre 4 et 5 équivalents d'hydroxyde quand on a 10 équivalents d'acide phénylboronique. Donc, on est sur un ratio base sur acide, toujours environ 0,5. Donc, on a réalisé la réaction avec un suivi par RMN du fluor, donc en utilisant ce ratio autour de 0,5, 0,5-0,6. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc on a un mélange de ces deux espèces pendant un bon moment, on a toujours du complexe d'addition oxydante. Ça, en noir, vous avez le produit, et pendant un bout de temps, le complexe d'addition oxydante ne bouge pas. Les espèces 3 et 4 semblent disparaître un petit peu, mais ce n'est pas fulgurant. Et on a quelque chose qui apparaît un petit peu dans le milieu. Et quand c'est quelque chose, eh bien, sa concentration commence à croître, et bien là, on a le point d'inflexion pour la formation du produit de couplage. Et ce complexe intermédiaire, c'est un signal qui est à moins 124 ppm par RMN du fluor. Donc, vous voyez que ce complexe, là, sa formation, eh bien, elle semble accélérer
finalement, ont catalysé la réaction. Alors, je dis ce complexe parce que c'est dans la zone des déplacements chimiques des complexes d'aryl palladium, donc en RNN du fluor. Donc, on a repris la voltammétricité, et cette fois-ci, au lieu de la faire à basse température, on a regardé le comportement du complexe d'addition oxydante en présence d'ion hydroxo, cette fois-ci à température ambiante. Et le complexe hydroxo, là, qui était caractérisé par sa jolie vague de réduction à moins de 2, précédemment à moins 20 degrés, eh bien, tout de suite, il évolue. Alors, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien. Il évolue avec différentes vagues de réduction qui sont formées, dont une que l'on a pu assez facilement identifier comme étant donc le DPPFO, donc le monoxyde du ligand diphosphine initial. Donc, on a essayé de regarder un petit peu, donc on a synthétisé le DPPFO et on a regardé un petit peu quelle était l'affinité du DPPFO pour du palladium 0. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été étudié. Donc ici, vous avez du palladium 0 DBA en solution, donc regardez par électrochimie. Alors, le palladium 0 DBA, eh bien, il relargue toujours du DBA dans le milieu, DBA qui est réduit vers moins 1,3 volts par rapport à l'électrode au calomel saturé. Lorsque vous rajoutez sur le palladium DBA 2 équivalents de DPPF, eh bien, vous pouvez voir que vous avez du relargage de DBA, la concentration en DBA libre augmente. Lorsque vous ajoutez la même quantité de DPPFO, vous avez une forte augmentation de cette vague qui atteste que le palladium 0 a une forte affinité pour le DPPFO parce qu'il élimine, on n'a plus dosé, parce que l'intensité de réduction, du courant de réduction, là, elle est proportionnelle à la concentration en espèces en solution. Donc là, on a pu montrer qu'il y avait effectivement 2 équivalents de DBA qui avaient été relargués en solution dans ces conditions. Et en parallèle, si on va en oxydation cette fois, eh bien, on voit qu'un mélange de palladium 0 DBA avec 2 équivalents DPPFO peut être caractérisé par une vague d'oxydation, donc à 0,5 volts, et une vague d'oxydation qui disparaît immédiatement lorsque vous ajoutez un aryl brûlé pour former donc le complexe d'addition oxydante qui a pu être caractérisé par sa RMN du phosphore, et il se trouve que c'est un complexe qui a exactement le déplacement chimique de l'espèce que l'on avait pu observer précédemment, l'espèce qui catalysait, qui apparaissait lorsque le système commençait à gagner en vitesse. Donc, on a pu montrer que ce complexe-là, eh bien, quand on l'a synthétisé, il a bien 2 DPPFO liés dessus, puisqu'on a un triplet en RMN du phosphore. Et lorsque l'on prend le complexe d'addition oxydante et qu'on le traite par du palladium 0 lié à du DPPFO généré in situ, eh bien, on a bien le complexe d'addition oxydante majoritaire, mais on a ce complexe-là d'addition oxydante lié à du DPPFO qui se forme dans le milieu. Et si on prend ce complexe généré, préformé, eh bien à ce moment-là, on n'a pas du tout d'étape d'induction lors du traitement par de la base et l'acide phénylboronique, ce qui signifie que c'est une espèce qui est directement active et compétente dans le cycle catalytique. Donc on a regardé un petit peu ça par des calculs DFT pour finir. Donc en prenant comme référence le complexe d'addition oxydante après échange du bromure par le boronate, eh bien, si on échange le DPPF avec du DPPFO, donc entre un aryl palladium 2 et du palladium 0 lié à du DPPFO, on voit que c'est un petit peu endergonique, mais que ensuite on a donc assez facilement bien un hydroxyde qui rentre dans la sphère de coordination du palladium en provenant du bord, puis pré-arrangement pour qu'il y ait transmétallation. Et l'élimination réductrice est très facile. Elle a lieu même via le complexe monocoordiné. Il n'y a pas besoin que l'oxygène du DPPFO revienne pour se complexer, pour favoriser le processus, comme ce qui semble être le cas avec du DPPF. Donc finalement, la conclusion, c'est que cet aryl hydroxo lié à une diphosphine, il n'est pas du tout capable de faire la transmétallation. Il a besoin d'évoluer vers un
complexe dans lequel intervient la diphosphine monoxyde. Et le rôle des diphosphines monoxydes, c'est déjà connu à travers différentes études, notamment c'est Grushine qui a été un des précurseurs de ce genre de choses. Sur le couplage de Suzuki, il y avait des travaux, notamment de Françoise Colobert, qui avaient montré qu'ils avaient des meilleures inductions sur des phosphines monoxyde chirales. Et il y a pas mal de gens qui qui ont fait des études sur pour faire des formations de liaison carbone-azote typiquement dans des périodes récentes. Donc ces diphosphine monoxyde suscitent pas mal d'intérêt de nos jours. Et finalement, on peut donner une image beaucoup plus compliquée que ce qui paraît initialement, avec des effets antagonistes des ligands diphosphine, hein, puisque vous avez vu, il y a eu le premier effet négatif, effet inhibiteur sur l'addition oxydante, mais il y a un deuxième effet inhibiteur hein, qui est que ce complexe lié à la diphosphine ne peut pas faire la transméthylation. Mais au final, il y a quand même cet effet de stabilisation parce que ce complexe-là, eh bien, il est très peu stable. Nous, on a eu l'occasion de s'en rendre compte lorsqu'on fait les réactions directement avec le complexe IADPPFO. Rapidement, on a un miroir de palladium qui se forme. Mais n'empêche que ce cycle catalytique restreint-là est extrêmement efficace et c'est probablement ce qui fait tout le succès du palladium Cl2 DPPF qui est très souvent, si vous regardez la littérature, utilisé comme précatalyseur dans les couplages de Suzuki-Miura, puisque lui-même, par substitution dans la sphère de coordination du palladium d'un chlorure par un ion hydroxo, est un précurseur après élimination réductrice de ce palladium 0 lié à un DPPF oxide qui lui fait très rapidement son travail de catalyseur. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore les organisateurs pour l'invitation. Je remercie tous les organismes qui ont gentiment supporté ce travail. Et puis, je suis prête à répondre à vos questions.